Bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va vous présenter l'implication des patients, partenaires et citoyens en recherche et comment ça peut améliorer les soins et donc un petit peu des idées de meilleures pratiques. Je m'appelle Christine Bienvenue, je suis e-patiente. Je collabore sur différents projets pour apporter la perspective du patient. Bonjour, je m'appelle Marie-Anne Durand, je suis chercheur en santé publique. Moi, je suis Kevin Selby, je suis un clinicien chercheur. Alors, lorsque l'on essaye d'impliquer les patients, des citoyens, citoyennes dans la recherche, on est parfois confronté à des idées préconçues. Alors, ça peut être que ça prendra du temps et que ce sera une perte de temps et de ressources. D'autres peuvent être les patients citoyens qui veulent s'exprimer auront un agenda caché. Ou alors se dire que la participation de ces patients ou citoyens va être biaisée, à moins d'avoir un groupe qui est 100% représentatif, ce qui est compliqué. Et puis, parfois se dire que les patients n'arriveront pas à comprendre. Ou alors, je vois des patients en consultation, je connais leurs besoins, je n'ai pas besoin de les impliquer dans mes recherches et dans ma pratique. Mais croyez-nous, c'est utile et faisable et nous allons vous démontrer pourquoi. Alors, pourquoi impliquer les patients, patientes, citoyens, citoyennes? Alors déjà, pour mieux les impliquer dans les soins et les systèmes de soins, il faut penser à toutes les étapes, donc du soin, de la recherche, de la mise en place d'un projet. Maintenant, si on se concentre sur le côté recherche, pour les projets de recherche, cela va permettre de poser des questions plus pertinentes. C'est quelque chose qui est de plus en plus recherché par les organismes de financement. Ils peuvent vous demander d'inclure un paragraphe ou toute une page sur l'implication des patients et des citoyens. Ça va améliorer le recrutement et la rétention. Et ça, on le sait sur la base de revues de la littérature et de méta-analyse. Donc, ça améliore vraiment des choses. Et puis, une meilleure dissémination des résultats. Diapo suivante. Il y a d'autres bénéfices, tels qu'améliorer la qualité et la pertinence de la recherche. Mais ce n'est pas que la recherche. Ça peut être la pertinence d'un projet ou d'un service ou d'un système. Améliorer l'implication des personnes atteintes de maladies et de toutes les maladies qui peuvent être représentatives du public ciblé par l'étude, ça c'est idéal. Et puis, les matériels qui sont développés avec des patients et citoyens vont améliorer la compréhension du public cible et des participants. Donc, parfois, on pense, OK, je suis convaincu, je veux m'y mettre, mais qui et comment? Donc, pour ça, vous cherchez des personnes, des patients citoyens qui, oui, ont un vécu pertinent, donc qui sont dans peut-être une tranche de la population qui vous intéresse, mais surtout qui arrivent à se mettre à la place des autres, qui arrivent à imaginer comment ça serait d'être participant à votre étude et ou de s'exprimer pour d'autres personnes dans leur groupe et qui sont motivés à s'impliquer, à s'exprimer, à apprendre. Ce n'est pas toujours facile au début de s'exprimer dans des rencontres. Dans un premier temps, nous avons trouvé dans notre expérience que ça peut être le plus facile de trouver des personnes qui sont membres de groupes existants. Donc, soit si vous travaillez sur une maladie spécifique, des patients, un groupe de patients représentatifs ou qui accompagnent les personnes avec cette maladie, ou par exemple, localement, il y a un groupe de consommateurs dont des personnes qui sont très contents de s'exprimer sur leur avis sur différentes choses de santé. Aussi, on a eu une très bonne expérience avec des patients simulés des facultés de médecine. Ça, c'est des personnes qui sont payées pour jouer le rôle de patient lors d'examens standardisés. Et c'est des personnes qui se mettent très facilement à la place de différents patients. Également, si vous êtes clinicien, des patients de votre consultation, de votre hôpital, de vos projets de recherche. Surtout, il faut oser demander, planifier. Ce n'est pas quelque chose où beaucoup de gens ont l'habitude. Par contre, si vous les demandez, ils sont souvent très contents de faire. Par rapport à la logistique et définition des rôles, il faut, dans un premier temps, vraiment prévoir des ressources dans votre équipe de recherche. Ça nécessite des liens, surtout au début, personnalisés, ce qui prend du temps pour donner de la confiance et mettre les personnes à l'aise. Il faut être explicite de ce qui est attendu de ces personnes, de préférence avec un document ou même un contrat.
Ensuite, de laisser le temps. Ça, je pense que je trouve c'est difficile parfois comme chercheur. On traîne, puis tout d'un coup, on a un deadline. Et ça laisse pas vraiment du temps à incorporer l'avis des patients partenaires. Ensuite, de réfléchir à compenser le temps et les dépenses de vos partenaires. C'est tout à fait normal parce que nous, on fait ça sur notre temps de travail. Pourquoi est-ce que eux, ça devrait être attendu que ce soit du bénévolat? Ensuite, cette compensation devrait progresser avec l'augmentation des responsabilités. Et pour des personnes qui s'impliquent, il faut réfléchir à des ressources de formation pour eux. Par rapport aux différentes étapes d'un projet de recherche, nous, dans notre première expérience, c'était surtout dans la collecte et analyse des données qu'on avait impliqué un groupe de citoyens. Et avec ça, on les a aussi impliqués dans le cadre conceptuel et le plan d'analyse de ces données. Finalement, avec la dissémination et l'écriture d'un article, ce que nous, on a trouvé difficile, par contre, il y a d'autres groupes qui le font, c'est d'impliquer des partenaires aussi dans l'identification et priorisation des thématiques et des questions de recherche. Cette implication, c'est sous quel rôle? Donc, il y a plein de différentes possibilités. Ça peut être avoir 1 ou 2 membres supplémentaires à votre équipe de recherche, ou ça peut être avoir un groupe de conseil qui se voit régulièrement, ou même de manière électronique donner des retours sur des documents. Et ceci peut se faire en présentiel, où on a très bien appris durant le Covid comment faire par la visioconférence. Alors ici, je vous ai mis quelques images des différentes recherches auxquelles j'ai participé. Comme vous voyez, en tant que consultante, mais aussi comme faisant partie du COPIL, en tant que consultante, bien souvent, on me soumet les textes pour que je puisse les relire et les rendre plus patient-friendly, utiliser des tournures de phrases ou un vocabulaire qui soit accessible à toutes et à tous. Et en faisant partie du comité de pilotage, dès le départ de la mise en place du projet de recherche, de rendre attentif à la perspective patient, des perspectives des fois qui ne sont pas toujours évidentes ou des choses qu'on ne se rend pas compte qui sont importantes pour le patient ou pour la patiente. Et donc, ça permet de cibler vraiment les choses et d'aller directement là où on a besoin d'aller par rapport à l'étude. Et ça rend, au fait, intéressant cette perspective, au fait, va rendre intéressant la outlook, la vision que les chercheurs peuvent avoir, et ça peut aussi susciter d'autres questions et d'autres perspectives qui sont intéressantes pour amener à cette recherche. Donc, ça, c'est les expériences que j'ai avec en tant que collaboratrice pour ça. Prochaine slide. Donc, on voit ici la Fondation canadienne qui a émis des points qui peuvent guider et aider dans la mise en place de ces projets. La perspective du côté des professionnels, c'est que les professionnels vont en fait se rendre compte de la valeur de l'engagement du patient, vont se rendre compte de ce savoir expérientiel que le patient va apporter et qui va apporter une plus-value au projet. Ça va aussi permettre aux patients de s'engager à un stade précoce. Donc, dès le départ, on va peut-être mieux répondre aux besoins ou à la cible qu'on cherche du fait qu'on, dès le départ, on part d'un bon pied, si je peux dire. Et en fait, ça va aussi susciter cet engagement des patients tout au long du projet et ainsi permettre aux chercheurs, aux professionnels de ne pas perdre l'objectif dans lequel il faudrait aller. Ça permet aussi de fournir aux patients et au personnel un soutien continu. Enfin, il est important en tout cas de fournir un soutien continu. Et puis aussi, bien sûr, d'évaluer les efforts d'engagement et de mettre en place les besoins, les moyens possibles et nécessaires pour ce faire. Par rapport à la perspective des patients, c'est important de clarifier le rôle et la valeur que le patient apporte. Donc, c'est important de mettre ça en valeur pour que le patient se sente en confiance de partager et sache qu'il a vraiment et réellement sa place pour apporter son savoir expérientiel. Le patient va fournir aussi des renseignements qui sont intéressants pour la réussite des deux côtés.
Inclure aussi un patient va permettre de rendre plus intéressant et plus pertinent peut-être la direction dans laquelle on va. Et aussi, bien sûr, de rendre cela accessible pour que les patients puissent s'engager et que ça leur donne envie de s'engager, pas qu'ils aient l'impression que c'est un jargon complètement inaccessible ou que la recherche en elle-même est inaccessible. Et bien sûr, à la fin du projet, c'est toujours intéressant de continuer cette collaboration et ces synergies qui ont été mises en place pour donner les résultats de recherche et peut-être aller plus loin sur d'autres optiques de recherche. Ce qui est intéressant à mes yeux, c'est vraiment ce côté de sortir de sa zone de confort, tant pour le professionnel que pour le patient. C'est clair que c'est un peu un territoire nouveau, mais c'est justement quand on sort de sa zone de confort qu'on rencontre et qu'on crée des synergies intéressantes. C'est important que le patient soit bien sûr éduqué correctement et les outils pour comprendre ce qu'on attend de lui et en quoi consiste la recherche, mais aussi c'est intéressant pour le professionnel de la santé de comprendre ce que va apporter le patient et de l'encourager là-dedans et d'être sensibilisé au fait au parcours du patient pour qu'il puisse le soutenir dans cette implication. La responsabilité est importante aussi, bien sûr, les patients qui se sentent impliqués, qui vont avoir accès vont avoir envie de participer parce qu'ils ont envie d'apporter leur vécu pour améliorer les choses et donc ils vont se sentir investis par cette responsabilité de s'impliquer et bien sûr les chercheurs aussi s'impliquent dans le but de trouver des solutions. L'humilité qui est pour moi le point le plus important dans ce sens qu'il faut comprendre que cette collaboration, cette complémentarité du savoir académique et du savoir expérientiel sont importants et ensemble, avec ces deux savoirs, on va pouvoir aller plus loin. Mais pour ça, il faut un petit peu sortir de sa tour d'ivoire, si j'ose dire, et entendre, écouter l'autre et échanger avec l'autre. Puis bien sûr, les patients qui s'engagent dans la recherche ont envie justement, avec leur expérience et leur savoir, d'améliorer les choses pour les autres patients et donc ils vont fortement s'engager et c'est ce changement culturel d'un passage vers un schéma plus partenarial, une collaboration, une co-construction qui va rendre intéressant ces projets. Alors, impliquer les patients et les citoyennes, ça veut aussi dire impliquer des populations en situation de vulnérabilité. C'est plus compliqué. Et voici quelques étapes ou petits conseils pour essayer de le mettre en pratique. Donc déjà, il y a peu de recherche et pas de trame conceptuelle qui guide l'implication des populations en situation de vulnérabilité dans la recherche. Donc, c'est plus compliqué. Il s'agit quand même d'essayer d'adapter les méthodes aux besoins de chaque public cible. Donc, ça veut dire qu'il faut que vous compreniez vraiment quels sont les besoins du public cible et comment le faire, que ce soit un public avec des handicaps, un public avec des difficultés au niveau du langage, au niveau de la compréhension des textes, ou qu'il faille impliquer une autre personne pour avoir les opinions de la personne concernée. Donc, par exemple, les personnes en fin de vie ou les personnes avec des handicaps tels que la personne ciblée par votre recherche ne peut pas s'exprimer. Mais l'implication est possible quand même avec des cartes, avec des couleurs. On l'a fait depuis des années. C'est plus compliqué, mais ça se fait. On peut impliquer tous les publics ciblés par vos recherches. Le projet doit être bien géré, les objectifs doivent être clairs et le langage accessible pour que tout le monde puisse comprendre de quoi ça relève et pouvoir fournir une contribution qui va être celle que vous souhaitez et qui va vraiment avoir un impact sur la recherche et sur sa dissémination. Alors, la formation, c'est important. On forme les patients et les citoyennes qui font partie de nos recherches. Et donc, quand c'est des personnes qui ont des besoins spécifiques, eh ben, il faut avoir une formation adaptée. Diapo suivante. Chacun doit connaître son ou ses rôles, les responsabilités, les attentes. Donc, ça revient à ce que Kevin disait tout à l'heure, une charte, un document, un cahier des charges. Et quand il s'agit de personnes avec des besoins spécifiques, eh ben, inclure des images,
des principes de communication clairs pour s'assurer qu'ils vont comprendre et pouvoir accéder aux informations pour être vraiment à même de fournir les réponses que vous cherchez et de vraiment contribuer. Tout changement en cours de route doit être communiqué à tous. Donc, c'est pour ça qu'on implique nos patients et patientes partenaires dans toutes les réunions. Et on communique en permanence les progrès réalisés, mais aussi les barrières, les difficultés et les risques éventuels. Donc, 2-3 mots sur quelques développements à Lausanne, car on travaille tous avec Unisanté, le Centre universitaire de médecine générale et santé publique. Vraiment, dans notre région de Suisse, il y a un très fort intérêt d'impliquer les patients dans plusieurs secteurs, même pour les patients qui ont le plus d'habitude de s'impliquer, ils sont quasi parfois débordés par des demandes. Par contre, on essaye de fédérer ça un peu avec une antenne lausannoise de coproduction en santé qui fera partie de ICON, c'est le International Co-Production Health Network. Et notre objectif, c'est un réseautage local, une centralisation d'expertise, un soutien des patients partenaires et aussi faire des liens internationaux. Donc, quelques conclusions. C'est pour dire que malgré nos idées préconçues, l'implication des patients partenaires améliore nettement nos projets de recherche. J'ai encore à rencontrer quelqu'un qui a fait cette expérience d'impliquer des patients qui le regrettent. Tout le monde dit « Waouh, ça m'a changé la perspective ». L'idéal, c'est de pouvoir identifier des personnes avec un vécu pertinent et désir de contribuer, être explicite dans vos attentes, prévoir des ressources dédiées, impliquer vos partenaires à toutes les étapes autant que possible, soutenir les partenaires qui développent une expertise, parce que vraiment, quand ces patients partenaires développent une expertise, c'est vraiment très, très intéressant. Parfois, on peut avoir le préconçu que ça fait des biais, mais vraiment, la valeur est énorme. Aussi, d'impliquer autant les populations vulnérables que d'autres groupes qu'on peut penser plus traditionnels. Merci beaucoup pour votre attention et on se réjouit pour cette discussion. Merci beaucoup. Merci.